Aéroport d'Alexandrie, avril 2006. Plus de 500 objets de l'Égypte ancienne s'apprêtent à quitter le territoire national. C'est la première fois que l'État égyptien laisse sortir autant de ses trésors. L'Égypte antique n'a livré qu'une partie de ses secrets. La plupart attendent toujours d'être révélés. Depuis près de 15 ans, un archéologue français, Franck Gaudiot, a entrepris de retrouver ceux qui demeurent enfouis au fond de la mer. Au fil des ans, il a peu à peu remonté les trésors engloutis au large d'Alexandrie et de la baie d'Aboukir. Patiemment, il a identifié les vestiges de l'ancienne Alexandrie et des cités oubliées de Canope et d'Héraclion. Par ces trésors enfin remontés à la lumière, il nous raconte un moment clé dans l'histoire des hommes, la rencontre entre la civilisation des pharaons et celle des Grecs et des Romains. Notre histoire commence en 1992, dans la baie d'Alexandrie. À bord du Princess Douda, Franck Gaudiot a rassemblé une équipe internationale d'archéologues, d'égyptologues et de plongeurs à la recherche de l'ancienne cité fondée par Alexandre le Grand. Si vous plongez dans le port sans en avoir une connaissance préalable, vous ne trouverez rien, il n'y a rien à voir. Il faut faire une prospection électronique très sophistiquée et rassembler des données très complexes pour savoir l'endroit où il faut fouiller. Franck est le premier à croiser les données de la bathymétrie qui lui permettent de dessiner le profil des fonds et celles de la magnétométrie qui détecte des objets enfouis sous plusieurs mètres de sédiments. À cette époque, l'utilisation des techniques de la géophysique est en rupture avec les méthodes de l'archéologie sous-marine traditionnelle. Il faudra attendre 4 ans pour que le relevé exhaustif des fonds soit établi et que les plongeurs puissent se mettre au travail en avril 1996. Par 6 mètres de fond, leur première tâche est de dégager plusieurs mètres de sédiments accumulés au fil des siècles. Les eaux sales et polluées par les égouts de la ville rendent les conditions d'exploration extrêmement difficiles. Dès la première campagne, des vestiges sont dégagés. Des blocs de pierre, des anciens murs. Tu veux quelque chose? C'est difficile à dire, mais il y a un ressenti. Il y a un ressenti de quelque chose. Moi, je pense l'avoir. Peut-être je dis que peut-être c'est pas vrai, mais à des moments, je dis c'est bizarre. L'endroit me plaît. L'endroit me plaît et puis automatiquement, je trouve quelque chose. Trouver des choses laissées par le passé, abandonnées par les hommes du passé, c'est assez extraordinaire. En fait, ça nous fait apprendre beaucoup de choses sur la façon de vivre, sur la façon de prier, de combattre, de naviguer. C'est tout à fait passionnant. Les découvertes se poursuivent. Des digues et des quais aux alignements saisissants, des épaves de bateaux. Tout laisse à croire que les équipes de Franck Gaudiot se déplacent dans l'antique Portus Magnus. Le Portus Magnus est le joyau de cette ville, première des Alexandries que le général macédonien établira au fil d'un périple qui le mènera aux portes de l'Orient. Fondée en 331 avant Jésus-Christ, à l'emplacement d'un village de pêcheurs, la ville deviendra très vite le grand port du monde méditerranéen, porte ouverte entre l'Orient et l'Occident. Le Portus Magnus abrita aussi les palais et les temples somptueux des Ptolémées, dynastie des derniers rois d'Égypte établie par Alexandre. En 1996, au centre de cet ensemble complexe,
les plongeurs cernent les contours d'une petite île qui semble correspondre à Antirodos, connue pour avoir abrité les palais des rois Ptolémée jusqu'à la dernière reine de la dynastie, Cléopâtre VII. La découverte d'un sphinx au visage de Ptolémée XII, son père, et d'une tête de granit représentant Césarion, son fils, confirma cette hypothèse. La statue de prêtre qui porte un vase canope était assez extraordinaire. Et on a vu une forme comme ça. Et il y avait une très mauvaise visibilité. On sentait qu'on trouvait un objet très important. On voyait un personnage qui tenait... Alors on se disait, mais c'est une femme qui tient un enfant. Enfin, on n'arrivait pas très bien à identifier avec la visibilité. Et quand nous avons monté à la surface, on a vu ce prêtre qui tient ce vase canope. Une sculpture éblouissante, magnifique, très impressionnante. C'était un grand moment de la plongée. Le prêtre au vase canope officie pour le culte d'Isis, déesse de la fertilité, à laquelle s'identifia Cléopâtre. Il est le dernier gardien d'un sanctuaire dont le souvenir nous est laissé par cette mosaïque de la Villa Adriana en Italie. Il aura fallu plus de 10 ans à Franck et son équipe pour achever la cartographie complète de l'ancien port et de ses palais. 10 ans pour disposer d'une vision réaliste de cet endroit mythique tel que les marins de l'Antiquité l'ont connu. Détaché. Là, tu as tout effondrement vers le sud-ouest. Alors, éléments de construction, blocs de marbre. En 840 de notre ère, un raz-de-marée, provoqué par un des nombreux tremblements de terre dans cette région, porta un coup fatal à l'antique cité. Vers 50 après Jésus-Christ, Strabon, le père de la géographie moderne, avait mentionné dans ses carnets la description de 2 villes situées à l'est d'Alexandrie, les cités de Canope et d'Héraclion. 1997. Alors qu'il poursuit les fouilles en baie d'Alexandrie, Franck Gaudiot organise un relevé systématique des fonds dans la baie voisine d'Aboukir, là où, pense-t-on, se trouvaient les antiques cités mentionnées dans les écrits de Strabon. Franck Gaudiot doit sans doute à sa formation d'ingénieur sa volonté de disposer de techniques d'investigation scientifique. Avant d'être archéologue, il a débuté comme consultant international, d'abord en Asie pour le compte de l'ONU, puis en Afrique pour le compte du Fonds saoudien de développement à Riyad. Mon métier de consultant économique et financier était tout à fait passionnant, mais à la fin, il y avait un côté un peu répétitif, et puis la route était un peu tracée d'avance. Or, je n'aime pas les routes trop tracées. Et j'avais cette passion de l'archéologie, cette passion de la mer, et quelque chose m'appelait sur cette voie. Et donc, j'ai décidé un jour de me lancer dans l'eau. Franck a pour grand-père maternel Éric de Bishop, navigateur célèbre dont les exploits ont bercé son enfance. Dès 1982, Franck étudie les possibilités d'exploration en baie d'Alexandrie. Mais les techniques disponibles alors ne permettent pas de repérer les fonds ni les objets enfouis dans la vase. En 1985, il fonde l'Institut européen d'archéologie sous-marine et coordonne de nombreuses recherches en mer de Chine et au large des Philippines. Dans les années 90, les techniques de repérage s'améliorent avec l'utilisation de la magnétométrie. Franck repère alors le San Diego, un galion espagnol coulé au XVIe siècle lors d'un abordage avec un corsaire hollandais. Grâce notamment à cette technologie nouvelle, la moisson est impressionnante, les objets exceptionnels. Porcelaine de Chine, jarres, outils de la vie courante, armes, canons, permettent de documenter ce moment clé de l'histoire qui voit se rencontrer l'Extrême-Orient et l'Occident, et bientôt la Chine se refermer. Après la découverte du galion San Diego, on s'est dit, faire mieux que le San Diego, ça sera difficile. Mais peu à peu, dès nos premières plongées en baie d'Alexandrie, on a compris qu'on était dans un domaine et dans une dimension encore tout à fait différente et que des choses extraordinaires nous attendaient. 1999, première plongée sur le site supposé de l'ancienne Canope. Jean-Claude Roubaud occupe le poste de chef plongeur.
C'est tout le temps une aventure, pourtant ça fait, je sais pas, 2000 heures de plongée peut-être. Je sais pas, j'ai jamais compté en fait. Et chaque plongée a une différence. Autant au niveau visibilité que découverte, c'est toujours différent. Des colonnes antiques semblent indiquer la voie à suivre. Les opérations de déblaiement peuvent commencer. Sous 2 mètres de sédiments se dévoilent peu à peu les fondations d'un bâtiment. Aujourd'hui c'est très bien. Je veux dire, en fait, comme je te disais hier, l'eau froide est rentrée, la houle s'est calmée et là maintenant on a 4 mètres, 5 mètres de visibilité. C'est exceptionnel. À cet endroit, on a retrouvé une tête extraordinaire d'une sculpture grecque représentant le dieu Sérapis. Magnifique, en marbre blanc, très belle, qui est une tête colossale, qui correspondait à probablement une statue de 4 à 5 mètres de haut. Donc c'est une statue principale du temple. Donc très probablement, nous sommes sur le temple de Sérapis et qui avait son grand temple dans la ville de Canope. Sérapis est un dieu syncrétique né des songes d'un roi Ptolémée. Il reprend les attributs d'Osiris, le dieu des morts fait homme. La présence alentour d'autres têtes du même dieu mais d'époque romaine, plus petites, confirme l'hypothèse des archéologues. Ils sont sur les vestiges du grand temple de Canope, dédié à Sérapis. On y accourait des 4 coins de la Méditerranée pour solliciter miracles et faveurs. Le culte se poursuivit tout au long de la Rome antique, jusqu'à ce que les chrétiens détruisent le temple en 391 de notre ère et reconstruisent avec ses pierres un monastère dit de la Repentance. Sur ce même site, les plongeurs découvrent plusieurs têtes de la basse période pharaonique et de celle des Ptolémées. Les dynasties qui précèdent celle des Ptolémées eurent à libérer l'Égypte du joug assyrien, puis perse, souvent grâce au concours de mercenaires grecs. Dans une sorte de raccourci temporel, se dresse au même endroit la statue de la reine Arsinoé II de la dynastie des Ptolémées, représentée ici en Aphrodite grecque sortant des eaux. Les objets retrouvés sont propriété de l'État égyptien et sont destinés à ses musées. Dans l'équipe de Franck, Georges Brocco a pour mission de mouler les pièces les plus significatives. Le moulage est le moyen privilégié pour permettre aux scientifiques du monde entier d'examiner les objets remontés à la surface. Quelquefois, pour prouver à mes élèves que le silicone permet une définition de l'ordre du micron, je moule un disque 33 tours, je fais un tirage positif en résine et ce disque est parfaitement audible. C'est pas de la haute fidélité, mais c'est parfaitement audible. Tu vas dans le 270 à l'ouest. 270. Cela fait déjà 3 ans que les plongeurs fouillent le site de l'ancienne cité qui peu à peu livre une partie de ses secrets. Une tête romaine rappelle que la renommée de Canope s'est poursuivie durant l'Empire romain. Niléos, dieu du Nil, est devenu une divinité romaine symbolisant l'abondance. Un souvenir des crues du Nil qui, pendant des siècles, ont assuré la prospérité de l'économie égyptienne. Les données recueillies sur Canope se précisent.
la carte de l'ancienne cité commence à se dessiner. Ça, c'est des cartes qui sont le résultat d'années et d'années de travaux. Ça, c'est des milliers d'heures de prospection depuis 1992. Et en fait, on a des cartes où on superpose toutes ces informations par couches comme cela, et en faisant des rapprochements entre les données de la magnétométrie, les données bathymétriques, les données des résultats des fouilles, on arrive à soutirer des renseignements qu'on n'aurait pas en regardant ces cartes les unes après les autres sans les superposer les unes aux autres. Grâce aux prospections faites depuis 1997, Franck a pu établir un relevé des fonds marins de l'ensemble de la baie d'Aboukir. Les données ainsi obtenues permettent d'identifier une zone d'intérêt archéologique à près de 5 km des côtes et à l'est de Canop. En septembre 2000, Franck décide alors de lancer les premières plongées sur ce nouveau site. Dès les premiers jours, les plongeurs découvrent les ruines d'un mur gigantesque. Est-ce là les vestiges de l'ancienne cité qui ouvrait les portes du Nil aux bateaux venant de la Méditerranée ? Au départ, quand on a trouvé ces objets gigantesques, on ne comprenait pas très bien même les volumes. Et puis, on voyait des bases, une base énorme, et puis un pied, mais on ne comprenait même pas que c'était un pied au départ, tellement c'était grand. Bon. Et ensuite, on est tombé sur un visage, mais un visage énorme, du pharaon, coiffé de la couronne de Haute et Basse-Égypte. Alors là, on a compris qu'on était vraiment en présence de colosses magnifiques de granit rose. Que pouvaient bien faire ces géants des mers à l'embouchure antique du Nil? Étaient-ils les gardiens d'un temple, témoignage de la puissance des pharaons? Les énigmes s'accumulent. Quelques mètres plus loin, les plongeurs découvrent une stèle dans un état de conservation déconcertant. La stèle était parfaitement préservée, elle était tombée face contre terre, ou peut-être elle avait été cachée face contre terre pour la préserver. On ne sait pas trop, parce que les conditions de préservation sont telles qu'on peut penser que cette pièce a été enterrée et cachée. Et cette stèle, alors c'est inouï, car elle nous donne le nom de la ville, mais elle donne le nom égyptien de cette ville, Tonis, il y a Tonis de Saïs. On a pu résoudre une énigme vieille depuis 2 millénaires. Au IVe siècle avant notre ère, Nectanebo Ier, pharaon de la dernière dynastie d'avant les Ptolémées, libère l'Égypte des Perses, réorganise le pays et honore les dieux en construisant de nouveaux sanctuaires. Par cette stèle, il ordonne que 10% des taxes levées sur le commerce des Grecs avec le port de Tonis soient consacrées au temple que la capitale voisine a dédié à la déesse Net. Sur la stèle est écrit « Pharaon ordonne que cette stèle soit érigée à la bouche de la mère des Grecs, dans la cité dont le nom est Tonis de Saïs ». La stèle apporte des précisions précieuses quant au nom égyptien et à la position de cette fameuse ville d'Héraclion, qui était, selon les auteurs anciens, la porte d'entrée obligatoire en Égypte pour tous les navires étrangers. Située à l'embouchure canopique du Nil, la ville tirait son nom du temple principal qui s'y dressait, dédié à Héraclès ou Hercule.
Les temples n'étaient pas seulement des bâtiments religieux édifiés en l'honneur des dieux ou des rois. Ils faisaient office de centres administratifs et économiques, de forteresses et de retraites royales. Des pièces de monnaie trouvées au même endroit témoignent du contrôle qu'exerçait le temple sur l'activité commerciale du port. Elles datent du 5e siècle avant notre ère. Soit frappé, soit c'est un estampage d'une monnaie en bronze. La découverte d'une matrice vient confirmer le rôle bancaire qu'a joué cette institution. Un plaquage argent. Les monnaies, ça se frappait à l'époque. On le voit sur les monnaies d'argent qu'on a trouvées. On frappait monnaie, ici, monnaie en argent. Et dessous, il y a le caractère. Ah oui, oui, oui. Vous avez le droit de voir demain. Si tu es sage. Ça, c'est bien. C'est fabuleux. Fabuleux. Avec les mêmes lettres. Oui, Avec les mêmes lettres. inversé, bien sûr. Ouais, c'est la même typo que sur les pièces qu'on a trouvées l'autre jour. Voilà. Et on voit. Regarde celle-là. C'est ça? Alors, c'est peut-être pas tellement lisible sur une lumière rasante. Banal, ça. Au cours des fouilles, la diversité des objets remontés permet des regards multiples. Voilà. Des chercheurs de plusieurs disciplines se côtoient au sein de l'équipe de Frank. Jonathan Cole, directeur du Centre d'archéologie sous-marine de l'Université d'Oxford, est l'un d'entre eux. Pour moi, c'est toute l'essence de l'archéologie. Ça, c'est un objet que les gens utilisaient tous les jours. Pas des bijoux en or ou des couronnes, c'est du vrai matériel archéologique. Ce qu'il y a aussi d'incroyable, c'est que ça nous donne beaucoup d'informations sur les rituels, les religions, jusqu'à la topographie et la manière dont la ville était érigée. Et tout ça en comprenant où on a trouvé ces objets. On les trouvait le long des canaux, ils servaient pour des rituels religieux, les offrandes. C'est incroyable, c'est ça l'archéologie, extraire des tas d'informations de petits objets de la vie quotidienne. Objets en bronze ou en céramique complètent petit à petit l'idée que l'on peut se faire de la vie à Héraclion au fil des époques, depuis celle des derniers pharaons au 7e siècle avant notre ère, puis celle des Ptolémées, mais aussi celle des empereurs romains de la Rome chrétienne jusqu'à l'expansion arabe au 7e siècle de notre ère. Catherine Grattalou est archéologue, spécialiste des céramiques. Son rôle, dater les objets et tenter d'en décrypter les provenances et les usages. Là, on va pas gêner Olivier. Aïsma, il faut de l'eau douce maintenant. Souvent, le pied et le bord sont des indications chronologiques. C'est intéressant, elle est entière, c'est la première que l'on trouve entière de ce type. Elle semble assez caractéristique avec une anse. Elle se rapproche de certaines productions orientales d'Asie mineure. Là, ce sont des stries de tournage que l'on retrouve sur d'autres amphores, particulièrement aux périodes tardives, je dirais. Parce qu'on appelle tardives, ce sont des périodes romaines. On les retrouve aussi sur des amphores égyptiennes. Et ce sont simplement les stries de tournage. On en avait trouvé beaucoup à Alexandrie, essentiellement le fond et le bord avec l'anse, mais pas entière. Jette ça. Dans les fondations d'un bâtiment,
l'équipe découvre une cache remplie de feuilles d'or. Les habitants auraient-ils fui précipitamment au cours d'un des nombreux séismes qui ont touché la région durant toute cette période? Quand on fait une fouille et qu'on trouve des objets en or, on a l'impression que cet objet a été nettoyé parce qu'en fait, l'or n'est pas attaqué sous l'eau. Donc il nécessite très peu de restauration. Il n'y a presque rien à faire. Vous mettez ça dans un peu d'eau douce, vous le rincez, puis c'est fini. La préservation est faite. Une plaque de fondation. À l'image du louis d'or que nous glissions sous nos constructions contemporaines, cette plaque indique le nom du pharaon, Ptolémée III, qui aurait fondé un sanctuaire à Héraclès, ainsi que les noms de sa femme et de ses enfants. Première ligne au milieu, où il nous manque, je crois, 6 lettres et demie. 6 lettres et demie. Ensuite, vous avez la troisième ligne, à un moment où on a quelques difficultés, c'est dans les plis. Il y en a quand même. The third one is not easy to read either. Septembre 2001. Après plus de 2 millénaires passés au fond des eaux à environ 6 mètres de profondeur, les colosses vont reprendre vie. Les archéologues ont reconstitué les 3 statues monumentales brisées, mais complètes. Enfin dégagés, et après un premier travail pour supprimer les plus grosses concrétions, ils peuvent les identifier. 2 d'entre eux représentent un pharaon et sa reine, figurés en Isis. Selon la légende, c'est Isis, déesse faite femme, qui ramassera les 13 morceaux du corps de son époux Osiris, ouvrant ainsi la voie à sa résurrection. Le 3e, exceptionnel par sa taille, évoque le dieu Hapi, divinité de l'inondation du Nil et de la fertilité. Les 3 colosses de granit rose gardaient ainsi l'entrée du sanctuaire à l'époque de la dynastie ptolémaïque. Les dimensions des colosses, comme celles du temple dédié à Héraclès, témoignent de l'importance de cette ville à l'embouchure antique du Nil. Le delta du Nil constitue alors le poumon économique de l'Égypte. Les pharaons des dynasties d'avant les Ptolémées y avaient installé leur capitale. What's that? Oh. Très beau, on voit pas la couronne. Il y a une couronne alors étonnante. Bon, le détail du bronze est très beau là derrière. On voit la perruque là, parfaite. Très belle perruque là. Isis et Harpocrate. Une fois dégagé, ça pourrait être extraordinaire. Avant que le soleil descende, je dois revenir, hein. Voilà. Pile. Le soir, les archéologues archivent et identifient l'ensemble des pièces trouvées dans la journée. Dès leur sortie de l'eau, les objets sont confiés à Olivier Berger, restaurateur conservateur de l'équipe, qui travaille en collaboration avec le Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Olivier intervient rapidement afin que les pièces ne se corrodent pas sous l'effet des sels. T'as vu, c'est pas un cheval, hein, Il effectue ainsi un certain nombre de travaux de première urgence. on le voyait pas comme ça avec les compressions. Non. Il est beau, hein. Là, il est entier au niveau des pattes. Qu'est-ce que c'est comme animal, ça? Enfin, un félin. Comment il faisait pour couler en fait comme ça, là? Il n'y a rien dedans? C'est creux. Normalement, il y a un noyau, mais là,
Et finalement, tu vois, ça c'est un petit tenon qui rentre dans une base. C'est bien possible qu'il avait les pattes sur un animal, peut-être si c'est un lion. Non, je pense qu'il doit y avoir la même chose pour le sauter. Et je me demande bien comment il faisait pour faire ci. Pour arriver à faire les formes comme ça. Les filles, elle est belle, hein, c'est très belle. Hein. Et là, tu fais tout, tu grattes tout au scalpel? Ouais. J'ai éliminé déjà grossièrement. Et qu'est-ce que tu mets des graines de produits chimiques après? Après, oui, on travaillera ça en laboratoire. On croit que c'est pas vrai. On croit que c'est un rêve. On croit en fait que c'est pas possible que ça nous arrive. Voilà. C'est-à-dire le moment où tu découvres quelque chose, tu dis bon, je rêve, je dors. Et après, c'est la réalité où il y a quelque chose qui arrive, quoi. Il y a une joie, il y a quelque chose qui arrive. Ça, c'est un des plus beaux moments. Les réunions de travail se succèdent. Il faut régulièrement faire le point sur l'avancement des fouilles et réorganiser en fonction le travail de chacun. Ils font 3 mètres sur 2 et j'ai gratté, c'est une grosse stèle avec des hiéroglyphes. Et les deux autres, ah ouais, non, c'est pas des blagues. Hein. Ce matin, je t'ai dit, on dirait une grosse stèle. C'est arrondi comme ça. Et j'ai gratté, tu commences à voir des bonhommes en haut. Tu as fait 3 mètres sur 2, c'est une dalle énorme. 3 mètres sur 2. 3 mètres sur 2, j'ai mis ma tringle, a fait 1 mètre, 3 mètres sur 2. Et après, tu as des lignes de partout. C'est un gag ou quoi? Ah non. Et toutes les deux autres, je pense que ça en est aussi. Alors, c'est des pans entiers de granit gravés d'hiéroglyphes. Ils sont des mètres carrés. Il y a un pan qui fait 3 mètres sur 2, il y en a un autre qui fait 2 sur 2, et puis ça continue, hein, il y en a partout. Qu'est-ce que ça peut être? C'est des murs de temple, ou c'est des stèles énormes, je ne sais pas, ou des parties de murs, quoi, effondrées. L'examen des inscriptions établira que cette stèle rappelle aux habitants d'Héraclion la source divine du pouvoir qui a été confiée à leur pharaon. C'est toujours dangereux, toujours. Il n'y a pas un moment où il faut être inattentif en fait dans un levage d'un bloc, surtout de plusieurs tonnes. C'est là où peut arriver un événement qui peut être malheureux ou malencontreux pour le plongeur. Une page va bientôt se tourner. Après accord des autorités égyptiennes, les colosses sont remontés à la surface. La phase de restauration se poursuit entre les campagnes de plongée. En collaboration avec une équipe égyptienne, Olivier Berger supervise les traitements chimiques qui vont redonner aux objets leur visage originel. Là, les objets proviennent de 2 missions, la mission 2003 et la mission 2004. C'est des missions de 1 mois et demi, 2 mois de fouilles. Il y a à peu près une centaine d'objets pour l'instant. Ça représente facilement 1 mois et demi de travail de restauration. Sachant qu'ils sont à différents stades et que la plupart des objets délicats n'ont pas encore été restaurés. C'est une satisfaction de voir les objets se transformer. Quand ils sortent de l'eau, c'est sûr qu'ils sont en général
peu esthétique. Et puis par la suite, on arrive quand même à avoir quelque chose qui est agréable et qui a un bel esthétisme. On a eu de très bonnes surprises. Ici, par exemple, on a une statue d'un félin qui est terminée. Elle était très concrétionnée. On risquait de perdre tous les détails. Et puis finalement, on arrive à avoir quelque chose d'assez élégant. Les colosses traversent en procession la ville d'Alexandrie pour rejoindre les abords du musée maritime où ils vont être restaurés. Ils sont placés dans un bain de désalinisation pendant une période de plus d'1 an. L'eau sera changée régulièrement afin de stopper les dégradations engendrées par les sels accumulés depuis des siècles. Dans l'entrepôt voisin sont stockés et archivés l'ensemble des objets trouvés lors des différentes missions. La tâche la plus longue est d'essayer d'assembler les pièces orphelines. Hiver 2006. Les colosses peuvent enfin être rétablis dans leur splendeur d'antan. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'elle a déjà été réparée dans l'Antiquité. Vous voyez, ce trou avec ce goujon de plomb montre que déjà dans l'Antiquité, elle s'est cassée. Ils l'ont réparée. Pareil pour ici. On voit donc ces trous de goujonnage là. Ils sont antiques. Et cette fois-ci, on va essayer de faire quelque chose de plus solide, qui tienne mieux. Il faut trouver un moyen d'assembler et de redresser ces pièces monumentales. Claire Pifot est en charge du calcul de la répartition des forces et des masses. Je suis en train d'étudier la restitution 3D qu'on a faite du pharaon pour obtenir les centres de gravité exacts de chaque fragment afin de déterminer précisément le lieu de percement dans le joint de casse. Donc on peut savoir exactement à quel niveau il faut qu'on fasse le percement en fonction du centre de gravité. En plus du ferraillage intérieur, les restaurateurs utilisent une colle spéciale, extrêmement puissante, pour favoriser le scellement des pièces. Pour que l'opération soit possible, il faut débarrasser la reine de ses dernières impuretés. Un tout petit effort. C'est bon? Ok, vous avez mis les doigts? La reine d'Héraclion peut à présent se présenter dans sa forme originelle. Ce sont devenus des amis un peu. Et chaque statue a sa personnalité. On sait que la reine nous a donné beaucoup de soucis parce qu'elle est sculptée d'une façon très difficile pour les restaurations. Le pharaon est massif, il peut se restaurer assez facilement. Et puis il y a une allure extraordinaire. Quant aux dieux, alors Apis, c'est extraordinaire. Compte tenu des masses, il faut une structure métallique pour supporter les colosses. Un ferronnier suisse, Alberto de Gilles Ricard, a rejoint Alexandrie pour monter les armatures nécessaires. Ceci est l'une des 3 armatures métalliques qui vont servir de colonne vertébrale aux sculptures. La statue en granit va être assemblée dessus en position horizontale, puis fixée avec des attaches métalliques. Une fois cette étape réalisée, elles seront relevées à la verticale et assemblées sur ce socle en métal.
Février 2006. Une première tentative pour redresser un des colosses a lieu au musée maritime d'Alexandrie. C'était incroyable. C'était la première fois qu'on mettait sur pied cette sculpture. C'était aussi la première fois, après plusieurs milliers d'années, que la statue tenait debout. C'était un moment excitant, surtout parce qu'il y avait des personnes venues de plusieurs pays et nous avions forcément des problèmes de communication avec toutes ces langues. En plus, tout le monde était très agité, ce qui n'arrangeait rien. Heureusement, tout s'est bien passé. À côté des restaurateurs, Claire Piffaut s'est attelée à la reconstitution de la grande stèle dont elle calcule l'assemblage des 17 morceaux. On a des pierres qui sont bien conservées avec le quartz qui est resté en hauteur. On se base sur ce niveau-là avec le laser et ça va nous permettre d'approcher les pierres, comme cette pierre ici. On va pouvoir l'approcher et régler les niveaux hauts avec l'autre pierre. Nous allons faire ça pour toutes les pierres, pour les 17 éléments, afin d'avoir un niveau vraiment cohérent pour pouvoir l'exposer dans de bonnes conditions et ne pas avoir 1 millimètre de différence. Après la reine, c'est au tour de son roi. Les fiers représentants de l'empire des pharaons sont à présent prêts à partir pour un long voyage. C'est émouvant. C'est le résultat vraiment d'un travail d'équipe. Ça fait très très plaisir. Après 2000 ans, on les réunit et on les remet debout. Ils gardaient, ils étaient à l'entrée du temple des Rakéions, le temple de Amon du Gareb. On devait les voir de loin, c'est magique, c'est superbe. C'est vraiment l'Égypte. Pour les transporter, on a affrété le plus grand avion cargo du monde, le Beluga. Le chargement dans le Beluga va être un grand moment parce que on ne sait pas encore très bien comment ça va se passer, on n'est pas sûr encore. Donc il faut faire très attention. Il aura fallu 4 semaines pour emballer tous les objets destinés à être exposés au monde entier. Pour les statues, c'est une autre histoire. Il faut d'abord les déposer sur un socle de transport. Un accident ou un mauvais mouvement pourrait avoir des effets dévastateurs. Il faut le mettre parfaitement au niveau parce que sinon ça fait un angle et ça force ici. Et donc il faut faire très attention. Ça fait un bras de levier et donc il faut que ça soit au demi-millimètre près parce que sinon ça peut y avoir des torsions dedans qu'on veut éviter. Et là ils vont y arriver, ils vont y arriver.
Tout n'est pas encore fini. On n'est pas sûr encore qu'on peut tout charger. Il y a un problème de poids peut-être. Le beluga peut prendre 31 tonnes et on n'est pas sûr qu'on ne dépasse pas un peu. Alors je suis un peu anxieux. J'espère que tout pourra être chargé pour l'exposition, parce que sinon ça serait bien embêtant. Près de 1500 ans après avoir été engloutis, 500 objets de l'Égypte ancienne, des plus simples aux plus monumentaux, sont ainsi désormais exposés à nos regards. Ils nous dévoilent un pan de notre histoire. Quand les Grecs ont recueilli l'héritage des pharaons, quand le monde n'avait Dieu que pour Alexandrie, quand le Portus Magnus constituait la porte entre l'Orient et l'Occident, quand Euclide, Ératosthène, Archimède et tous les grands savants du monde antique se croisaient dans la bibliothèque fondée par les Ptolémées. En retrouvant les antiques cités de Canope et d'Héraclion, Franck Gaudiau a apporté une lumière nouvelle sur cette période charnière de l'histoire de la civilisation.